Et si la révolution la plus redoutable naissait non pas dans les tours de verre, mais au creux d'un champ poussiéreux? Imaginez un simple grain de riz, minuscule mais inflexible, capable d'ébranler l'ordre financier mondial et de renverser le destin d'un continent trop longtemps asservi. Au cœur du Sahel, ce n'est ni l'or ni le pétrole qui allument les espoirs, mais le riz. Ce grain modeste incarne désormais la dignité retrouvée de millions de cultivateurs, décidés à rompre le cycle de la dette et à écrire leur propre avenir. Un pacte inédit unit 5 nations, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'Inde et le Vietnam. 14 millions d'hectares sont dédiés au riz, 2 600 000 emplois surgissent dans les villages et les importations alimentaires chutent de 40%. Des chiffres qui font vaciller les certitudes et imposent de nouvelles règles sur l'échiquier africain. Mais au-delà des bilans, ce pacte bouleverse la dynamique du pouvoir. L'Afrique place la souveraineté alimentaire au centre, et ce sont désormais les mains calleuses des paysans, non les calculs froids des banquiers, qui tracent la voie. Les institutions financières occidentales s'inquiètent. Derrière ce grain, elles devinent la menace d'un séisme global. Car si l'Afrique prouve qu'elle peut nourrir son peuple sans s'endetter, c'est l'équilibre même de l'aide internationale qui chancelle. Pourtant, tout peut basculer. Si ce modèle échoue, la dépendance et la pauvreté pourraient enchaîner une génération entière. Mais comment ce pacte a-t-il vu le jour? Et pourquoi le riz, cet humble aliment, est-il devenu le cœur d'une bataille planétaire? Pendant des décennies, l'Afrique a mangé à crédit. Une assiette importée dans le Sahel n'était pas seulement un repas, c'était une concession, un acte de dépendance qui rognait la souveraineté à chaque bouchée. Des milliards de dollars ont été empruntés, année après année, pour acheter riz, blé et maïs, des cultures que l'Afrique aurait pu produire elle-même. Ces prêts n'étaient jamais sans condition. Chaque dollar prêté imposait ses règles, dictées par des institutions lointaines. Un contrôle sournois, impalpable, s'insinuait jusque dans la cuisine, décidant de ce que l'on pouvait semer ou consommer. Ce schéma a profondément marqué le Sahel, vidant ses coffres, épuisant ses terres et capturant le temps. Les ressources naturelles quittèrent le continent, tandis que les États attendèrent la prochaine aide, la prochaine tranche de crédit. Surtout, la capacité à choisir pour soi-même, à décider de son avenir, s'effritait. Rester dans ce cercle, c'était sacrifier non seulement ses biens, mais aussi ses espoirs pour les générations à venir. Pour illustrer, souvenons-nous des années 80 et 90, où la Zambie, le Ghana ou le Sénégal se sont retrouvés sous la coupe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, contraints d'ajuster leurs économies pour obtenir des prêts vitaux. Des plans d'ajustement structurels ont imposé des coupes dans l'agriculture locale au profit de cultures d'exportation, créant une dépendance alimentaire durable. De même, dans les années 70, l'Inde elle-même, avant la Révolution verte, dépendait massivement des importations de blé américain sous l'aide PL 480 de Washington. La transformation vers l'autosuffisance s'est faite au prix de choix politiques courageux et d'une réorientation radicale des priorités nationales. Puis, en 2025, tout a changé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé le pacte AES, déclarant « Nous ne voulons plus manger à crédit ». Ce pacte agricole de 9 milliards de dollars, négocié avec l'Inde et le Vietnam, allait bien au-delà d'un simple contrat d'importation. Il symbolisait la rupture avec des décennies de dépendance et de soumission économique. Ce qui rendait ce pacte révolutionnaire, c'était le choix. La technologie asiatique sur la terre africaine, mais selon les besoins africains. Fini les solutions imposées. Les partenaires, les outils, la méthode, tout était décidé ici, par et pour l'Afrique. Les semences vietnamiennes et l'irrigation indienne sont venues fertiliser des millions d'hectares, nourrissant un rêve de souveraineté retrouvée. Le message était limpide. Désormais, l'avenir du Sahel ne s'achète plus en dollars, il se cultive, avec l'aide solidaire du Sud. Prenons un exemple concret. À Banfora, au Burkina Faso, un centre de recherche agricole a testé pour la première fois en 2024 une variété de riz vietnamien résistante à la sécheresse. Les rendements ont doublé, passant de 2 tonnes à plus de 4 tonnes par hectare, selon les rapports locaux.
des ingénieurs indiens ont installé des systèmes d'irrigation goutte à goutte, rendant possible la culture même en saison sèche. Les familles qui, hier encore, dépendaient de l'aide alimentaire, vendent aujourd'hui leur surplus sur le marché régional. Dans cette alliance inédite, les cultivateurs reprennent leur place au centre. Ils deviennent les architectes d'une indépendance nouvelle, brisant enfin la logique où banques et créanciers tenaient l'Afrique sous tutelle. Mais l'émancipation ne se décrète pas en un jour. Sur le terrain, chaque engagement va devoir affronter les réalités du Sahel, entre défis logistiques et résistances anciennes. Des exemples similaires existent ailleurs. Au Brésil, la réforme agraire des années 2000 a permis à des milliers de petits producteurs de s'approprier leur destin, réduisant de 30% l'importation de produits alimentaires sur 10 ans. Au Vietnam, la collectivisation puis la libéralisation contrôlée ont transformé un pays dépendant de l'aide étrangère en deuxième exportateur mondial de riz. Ces parallèles historiques montrent que la souveraineté alimentaire n'est pas un mirage, mais un horizon atteignable à force de volonté politique et de solidarité nationale. Quand l'Afrique cesse de demander la permission pour manger, qui peut l'en empêcher? Cette question claque, dérange et sème l'inquiétude jusque dans les couloirs de Washington et les tours de la Banque mondiale. Le pacte du riz bouleverse tout. Il rompt la dépendance du Sud à l'aide conditionnée, patiemment construite par les créanciers traditionnels depuis des décennies. À peine signé, ce pacte de 9 milliards de dollars unissant le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'Inde et le Vietnam fait trembler les fondations de l'ordre établi. Les bailleurs de fonds s'alarment, sentant leur contrôle leur échapper. Au Fonds monétaire international, des notes confidentielles prédisent une chute dramatique des décaissements vers le Sahel. Plusieurs milliards pourraient disparaître en moins de 2 années si l'accord tient ses promesses. L'ancienne mécanique de l'aide chancelle. Et si, demain, d'autres nations africaines cessaient aussi de demander la permission pour nourrir leur peuple? L'idée fait vaciller tout le modèle du crédit international. Les analystes redoutent un effet domino, un précédent impossible à contenir. Très vite, la riposte s'organise. Les assureurs doublent leurs primes, évoquant de nouveaux risques politiques. Les transferts bancaires ralentissent sous prétexte de contrôle renforcé. Sur Internet, des campagnes de désinformation surgissent. Le pacte serait un poison pour l'environnement, une porte ouverte à l'ingérence asiatique, une menace pour les petits producteurs. L'objectif? Semer le doute, fissurer la solidarité, ralentir l'élan. Mais, sur le terrain, la réponse populaire fuse. Des milliers d'internautes affichent leur fierté via le hashtag « Notre Riz, notre pouvoir ». Les radios locales lancent des appels à la solidarité. Dans les villages, les femmes veillent tard pour célébrer la première récolte issue du pacte. On sent que l'enjeu dépasse le riz. Il s'agit de défendre le droit de choisir son destin. Cette mobilisation forge une identité nouvelle. Les anciens inventent des proverbes. Celui qui plante son grain trace sa route. À Bamako, les murs se couvrent de fresques, non des chefs d'État, mais des paysans debout dans les rizières. La dignité gagne du terrain, remplaçant la résignation. Dans la ville de Ségou, au Mali, un concours de cuisine a été organisé pour valoriser le riz local. Les recettes traditionnelles, longtemps délaissées au profit de plats importés, reviennent sur les tables. Les jeunes chefs créent de nouveaux mets qui marient modernité et héritage. Les marchés locaux voient leur fréquentation doubler lors des foires riz du Sahel. Ce retour au terroir inspire même les artistes, qui composent des chansons à la gloire des paysans libérateurs. L'avenir se joue ici, dans ce duel entre l'ordre ancien qui veut maintenir l'Afrique sous tutelle et la volonté farouche de reprendre le contrôle. Soit le continent cède à la pression, soit il invente un modèle qui inspire le monde entier. Chaque décision pèse son poids. La souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert, champ après champ, récolte après récolte. Mais chaque victoire appelle une riposte plus sournoise. Dans l'ombre, les jeux d'influence s'intensifient, et les alliés d'hier pourraient bien devenir les adversaires de demain. Et si, dès demain, chaque nation du Sud s'engageait dans la même voie? Imaginez, après le Sahel, le modèle du pacte rizicole germe et s'étend bien au-delà du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Peu à peu,
D'autres régions initient leur propre pacte, pas seulement sur le riz, mais aussi sur le blé, le maïs ou le manioc. Les corridors d'échange s'étirent, les réseaux d'irrigation se densifient, les centres de transformation fleurissent jusque dans les zones reculées. L'économie locale s'anime. Les coopératives se multiplient, portées par la fierté de produire et transformer sur place. Dans chaque village, des milliers de nouveaux emplois apparaissent. Ouvriers agricoles, techniciens, ingénieurs, chauffeurs, artisans. Les jeunes, jadis tentés par l'exil, choisissent de rester, attirés par la perspective d'un avenir bâti chez eux. Les prix alimentaires chutent, le coût de la vie s'allège, et chaque assiette raconte un changement tangible. Mais cette vague ne passe pas inaperçue. Les marchés traditionnels s'agitent, les importateurs, autrefois tout-puissants, voient fondre leurs marges. À l'échelle internationale, les grandes institutions financières revoient en urgence leur stratégie. Entre tentatives de récupération, menaces de sanctions et promesses de nouveaux partenariats, la pression s'intensifie. Dans les capitales occidentales, l'incompréhension et la nervosité grandissent face à un rééquilibrage qui leur échappe. Même au sein des pays pionniers, la politique se transforme. Partis traditionnels et élites sont contraints de s'ajuster, parfois à contre-cœur, à une nouvelle réalité où la souveraineté alimentaire devient le principal critère de légitimité. Les vieux discours de croissance sous perfusion d'endettement laissent place à des débats sur l'autonomie, la gestion collective des ressources, l'organisation démocratique des filières. Une société plus juste, plus indépendante, prend racine. Pourtant, ignorer cette dynamique, ce serait rater le train de l'histoire. Ceux qui hésitent risquent de perdre, pour longtemps, la chance de transformer leur société et de défendre leur dignité. L'enjeu est collectif. Chaque jour compte. Mais concrètement, comment ce bouleversement s'incarne-t-il dans la vie quotidienne? Car derrière les grands slogans et les bilans officiels, ce sont les histoires de familles, de villages et de destinées bouleversées qui racontent la véritable révolution. Pour comprendre la portée de cette transformation, il faut plonger au cœur du quotidien. Là où chaque changement se mesure, non en milliards, mais en vies réellement transformées. La souveraineté n'est plus un rêve lointain. Elle se touche, se mange, se compte en sacs de riz sur les marchés du Sahel. Désormais, le riz local s'étale à un prix que chaque famille peut payer. Les longues files devant les boutiques subventionnées disparaissent, remplacées par une abondance nouvelle. Cette récolte, on la doit aux voisins, aux sœurs, aux mères devenues chefs de coopératives et architectes d'un changement irréversible. Dans les villages jadis frappés par la sécheresse, l'espoir pousse dans les champs. La fierté ne dépend plus de l'aide étrangère, mais du fruit du travail collectif. Partout, des coopératives émergent, menées par des femmes qui forment, innovent et fédèrent une nouvelle génération. L'agriculture, autrefois synonyme de fatigue, devient choix d'avenir et source de respect. Prenons le cas de la commune de Tomignan, au Mali. Autrefois, la majorité des jeunes quittèrent le village pour chercher du travail en ville ou à l'étranger. Depuis l'arrivée du pacte, une coopérative féminine a investi dans un moulin à riz, créant 40 emplois locaux. Les jeunes y trouvent un revenu stable et participent à des ateliers de formation pour apprendre la transformation et la commercialisation de leur production. Certains sont même devenus ambassadeurs de la filière dans les foires régionales, montrant que l'avenir peut se bâtir sur place. Au sommet, la redistribution du budget national imprime une marque inédite. Là où des milliards s'envolaient jadis vers la dette, ces fonds investissent désormais dans des pompes solaires, la formation, des usines à taille humaine et la logistique communautaire. L'argent ne fuit plus à l'étranger. Il irrigue l'économie locale, du panier du paysan à la caisse du village. Au Burkina Faso, par exemple, le gouvernement a réduit de 25% son budget alloué au remboursement de la dette, redirigeant ses fonds vers la maintenance des canaux d'irrigation et la construction de routes rurales. Cette politique a permis de désenclaver une centaine de villages, facilitant la circulation des récoltes et la création de nouveaux marchés hebdomadaires. Mais la révolution ne s'arrête pas là. La mobilisation sociale s'intensifie. Villages et quartiers organisent des brigades pour réparer les digues, protéger les récoltes,
partager le riz avec les familles isolées. Les citoyens, mieux informés, réclament transparence et résultats. Ce tissu de solidarité résiste aux divisions politiques et religieuses, redonnant sens à la communauté. Dans le district de Koutiala, des comités de surveillance villageois veillent à la répartition équitable du riz, traquant la corruption et dénonçant les détournements. Au Niger, une application mobile, conçue par une start-up locale, permet aux producteurs de signaler les problèmes de distribution et d'obtenir des conseils en temps réel. Cette innovation démocratise l'accès à l'information et renforce la confiance dans les institutions locales. Chacun l'a compris. Nourrir sa population n'est pas un luxe, mais la base de la souveraineté. Ce n'est plus un slogan, mais un acte quotidien, à chaque choix, à chaque bol de riz servi. Refuser cette voie, c'est demeurer vulnérable au marché, aux créanciers, à la prochaine crise venue d'ailleurs. L'indépendance se cultive, saison après saison, geste après geste. À travers ces transformations, c'est l'idée même de dignité qui renaît. Les habitants du Sahel ne subissent plus l'histoire. Ils l'écrivent, bol après bol, champ après champ. Les leçons sont limpides et s'adressent autant aux citoyens qu'aux dirigeants et à tous ceux qui scrutent, en quête d'un modèle durable. Retrouver le pouvoir de décider pour soi, ensemble. Tel est désormais l'enjeu. Pour renforcer cette dynamique, des universités locales intègrent désormais dans leur cursus des modules sur la gestion coopérative, l'agroécologie et l'économie circulaire. Des échanges d'étudiants sont organisés avec l'Inde et le Vietnam, permettant un transfert de compétences sud-sud sans passer par les anciennes puissances tutélaires. Les jeunes diplômés, au lieu de s'expatrier, créent des start-up agricoles, innovant dans la transformation du riz, la valorisation des déchets ou la distribution équitable. Mais l'équilibre reste fragile. Un simple retournement climatique ou une faille politique pourrait tout remettre en question. Pour s'en prémunir, les pays du pacte ont mis en place un fonds de résilience climatique, alimenté en partie par les bénéfices des nouvelles filières rizicoles. Ce fonds finance des réserves céréalières stratégiques, des assurances pour les petits producteurs et des programmes de reboisement autour des zones de culture. Au Sénégal, un projet pilote de rizières flottantes, lancé en partenariat avec des chercheurs indiens, prépare les villages côtiers à la montée des eaux. Ces mesures concrètes montrent que la souveraineté alimentaire ne peut s'envisager sans anticiper les chocs à venir. La fin de la dépendance alimentaire n'est qu'un commencement. Le Sahel vient d'accomplir bien plus qu'un pacte rizicole de 9 milliards de dollars. Il vient d'affirmer que nourrir son peuple sans permission devient l'acte fondateur d'une souveraineté renaissante. Chaque grain récolté au Burkina Faso, au Mali, au Niger, porte désormais la promesse d'un futur où la dignité ne s'achète pas. Ce n'est plus la dette qui dicte la marche du continent, mais la terre, rendue à ses enfants. Ce pacte n'est pas un simple échange commercial. Il inverse la logique d'hier. À présent, ce ne sont plus les banquiers qui dessinent le destin africain, mais les cultivateurs, les ingénieurs, les coopératives, les communautés. Pour la première fois, la technologie asiatique s'unit à la fertilité africaine, non pour exporter des profits, mais pour ancrer l'autonomie là où elle fut confisquée. Chaque pompe solaire, chaque canal d'irrigation, chaque semence hybride plantée devient un acte de résistance et un refus de l'humiliation programmée. Mais l'enjeu dépasse la réussite de ce projet. La vraie bataille commence. Transformer cette victoire locale en onde de choc, capable de changer la vie de chaque citoyen dans chaque village, chaque ville, chaque quartier. Il ne suffit pas de célébrer l'accord. Il faut s'en emparer, le défendre, le multiplier. Ce pacte ne vaut que par la mobilisation de tous, agriculteurs, décideurs, jeunes, enseignants, consommateurs. Chacun doit devenir le relais d'une Afrique qui ose dire non à la dépendance, oui à la souveraineté. La dette n'est pas une fatalité. L'aide conditionnée n'est pas une fatalité. L'impuissance n'est pas une fatalité. Ce pacte en est la preuve vivante. Ce que nous faisons maintenant déterminera si ce souffle nouveau traversera tout le continent ou s'arrêtera aux frontières du Sahel. La victoire ne sera entière que si elle devient contagieuse. Alors, partagez cette histoire, transmettez-la à vos proches,
discutez-en dans vos écoles, vos marchés, vos quartiers. Chacun d'entre nous peut porter cette chance historique, la transformer en action et faire grandir la nouvelle identité souveraine de l'Afrique. La fin de la dépendance commence ici, mais la reconquête ne fait que s'ouvrir. Ce n'est plus une question de politique ou d'économie. C'est une question de dignité, de pouvoir, de responsabilité partagée. Car, au bout du compte, une gerbe de riz peut porter plus loin qu'une signature de prêt. Et si, pour une fois, le futur du continent africain se décidait à la lumière d'un lever de soleil sur une rizière, plutôt qu'à l'ombre